C'est extrêmement grave parce que vous avez à la tête du politique des gens qui sont scientifiquement incultes et vous avez des grands corps techniques de l'État qui en grande partie ne font plus leur travail. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des grands entretiens d'Anne Rosenchère. Anne Rosenchère, c'est moi. Et tous les 15 jours, j'interroge pour vous une personne pertinente sur un sujet en particulier. Pour défendre leur industrie, le nucléaire en France était un avantage concurrentiel pour l'industrie française, donc l'Allemagne tenait à ce que le nucléaire en France ne se développe pas, voire décroisse. Aujourd'hui, je reçois Yves Bréchet, physicien et ancien haut-commissaire à l'énergie atomique entre 2012 et 2018. Yves Bréchet est une personnalité rare dans les médias, dont la spécificité est de parler en connaissance de cause et avec beaucoup de franchise. Où en est la souveraineté énergétique de la France? Notre mix est-il aujourd'hui le bon? Comment fonctionne concrètement la prise de décision politique sur ces sujets ultra stratégiques? Pour répondre à ces questions, Yves Bréchet est avec nous, avec vous, dans la rédaction de l'Express. Installez-vous, ça commence. Bonjour Yves Bréchet. Bonjour. En tant qu'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique entre 2012 et 2018, parmi vos fonctions, il y a celle de conseiller l'exécutif et notamment les ministres intéressés par les questions de nucléaire. Quelle a été votre expérience et je dirais les leçons que vous avez tirées de cette interaction avec le politique et avec la prise de décision politique? Alors, les leçons ne sont pas particulièrement rassurantes ni agréables. D'accord. Franchement, je pense que le politique était absolument pas en état, ni par goût, ni par compétence, de pouvoir bénéficier de conseils. Je veux dire, c'était pas son truc. D'accord. Et je veux dire, qu'on me fasse pas dire, on m'a souvent dit, vous êtes un affreux scientocentrique. Enfin bon, je veux dire, pour moi, le politique a une légitimité qui est d'ordre politique, qui vient de l'élection. Une politique rationnelle, ça suppose une légitimité politique et une rationalité de la décision. Les experts n'ont pas à prendre de décision. C'est pour ça que j'avais théorisé la chose en disant, je n'ai pas à faire état publiquement de mes rapports d'expertise. Vous étiez un conseiller. J'étais un conseiller. Alors maintenant, si vous prenez l'époque héroïque, le plan Messmer, Pompidou était agrégé de grammaire et Messmer était juriste. Je veux dire, ils n'avaient pas de compétences scientifiques. Seulement, ils savaient que c'était important. Et ils s'étaient adjoints, quelqu'un comme Bernard Isambert, qui était un grand ingénieur. Vous aviez à EDF Marcel Boiteux, qui était un économiste, mais qui avait le sens de l'État vissé au corps. Vous aviez un écosystème politique. Tout un écosystème qui faisait que dans une décision qui était une décision qui engageait le pays, et qui engageait le pays pour sa souveraineté, parce que c'était une question de souveraineté énergétique, ça n'a pas changé, eh bien, il y a un ensemble qui s'est mis en marche et les compétences se sont conjointes. Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, moi, entre 2012 et 2018, c'est que la notion de souveraineté s'est complètement diluée. L'idée d'une souveraineté énergétique qui doit dépendre d'un certain nombre de compétences techniques était complètement absente. Je pense que l'industrie, pour un certain nombre de gens qu'on trouvait dans les cabinets ministériels, pour ne rien dire des ministres, voire au-dessus, c'était grosso modo de faire des applis pour les iPhones. Donc une fois que vous avez tout ça, eh bien vous vous trouvez dans une situation où fondamentalement, les décideurs ne s'intéressent pas à ce qui rend la décision possible, parce qu'ils pensent que la décision, c'est juste de décider. Concrètement, vous envoyiez des rapports, des notes qui étaient totalement sans retour? Moi, j'ai écrit à peu près entre 4 et 5 000 pages de notes. Et par principe, ça c'est aussi une chose qui est importante, l'expertise n'est jamais une action individuelle. C'est une action collective. Quand vous avez fait de la science, vous savez que la science, ça se construit d'une manière collective. Ça se construit par des échanges, par des critiques, etc. J'ai dû écrire 4000 pages à peu près, que j'ai envoyé systématiquement à tous les ministères qui étaient concernés. Par principe, j'en envoyais toujours une copie à l'OPEX, parce que je suis fondamentalement un adepte de la démocratie parlementaire, à condition que le Parlement fasse son boulot. Et ces rapports, évidemment, ceux dont j'attendais qu'ils puissent les lire, étaient les conseillers des cabinets. Je ne m'attends pas à ce qu'un ministre sache lire. Donc, les conseillers... Quand même. Les conseillers des cabinets... j'en ai vu à peu près une soixantaine dans tous les cabinets que j'ai pu voir. Sur une soixantaine de conseillers, il y en a entre 5 et 10 dont je considérais qu'ils faisaient leur travail. Et je dois dire, pour ma grande tristesse, que ceux qui faisaient leur travail, très souvent, étaient des gens qui n'avaient pas de formation scientifique, mais qui savaient que c'était important.
Et il y en a quelques-uns que je vois encore assez régulièrement. Et ceux qui étaient les plus désastreux, c'est ceux qui arrivaient avec un tampon, je sors de la plus grande école dans le plus grand corps et je suis le meilleur. Pour ne pas dire Polytechnique. Par exemple. Que vous avez fait aussi. Que j'ai fait aussi, donc du... c'est pas par jalousie. Et donc, fondamentalement, je sentais qu'ils se servaient de l'État plus qu'ils ne le servaient. Qu'ils se construisaient un carnet d'adresses et une carrière. Et donc ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que vous avez à la tête du politique des gens qui sont scientifiquement incultes et vous avez des grands corps techniques de l'État qui, en grande partie, ne font plus leur travail. Et donc là, il ne faut pas vous étonner à partir de là qu'on prenne des décisions absurdes. Ça pose la question de l'élite, en fait. On dit beaucoup en France qu'il y a un anti-élitisme, mais il n'est pas forcément tout le temps primaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent aux élites de ne plus assumer leur rôle et leur fonction. C'est ce que vous décrivez, quelque part. Vous savez, je pense que quand on a une aristocratie qui n'a plus que des privilèges sans avoir de fonction, ça ne peut pas durer très longtemps. Oui. Et je crois que c'est à peu près ça qu'on a vu. Je suis un peu dur, mais je pense que la première chose qu'on demande à une élite, qu'elle soit technique ou pas technique, c'est d'avoir le sens de l'État. Et de se dire, c'est l'État que je sers. Vous savez, j'adore la maxime de Colbert. La maxime de Colbert, c'était « Je sers le roi souvent et l'État toujours ». Je pense que cette maxime-là, il faudrait la mettre en lettres d'or quand on donne un mandat de conseiller à un conseiller technique. Donc, la première chose pour moi, c'est d'avoir le sens de l'État et le sens du bien commun. Pour pouvoir avoir le sens de l'État et le sens du bien commun, il faut avoir le sens de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Et ne pas confondre ça avec ce qu'on croit savoir. Donc ça veut dire qu'à partir de là, ça veut dire qu'il faut vous entourer de gens qui sont susceptibles de vous dire des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, mais que vous devez savoir. Et puis après, à partir de là, de cet ensemble d'informations, bien vous prenez une décision qui est une décision qui est légitime parce que vous avez la légitimité politique pour la prendre. J'ai pas vu ça. Il y a 3 ans, s'est tenue une commission d'enquête parlementaire visant à établir les raisons de la perte de la souveraineté énergétique de la France. Cette commission, ces auditions, ces conclusions ont fait comme un électrochoc dans le pays sur notamment ce qui s'est avéré quand même un sabotage de la filière, notamment de la filière nucléaire civile française depuis au moins 15 ans. En tant qu'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, vous avez bien entendu été auditionné. D'ailleurs, votre audition avait fait grand bruit. Diriez-vous que depuis cet électrochoc, depuis 3 ans, les choses se sont améliorées ? Alors, c'est difficile de donner une réponse en noir et blanc sur cette question-là. La question de la commission parlementaire, qui, je l'ai dit, je le répète, a fait un travail remarquable d'audition, de synthèse, avec un certain nombre de propositions, il y en avait une 30aine. On peut dire qu'il y a une première chose qui s'est passée, c'est vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience, donc je me dis, les gens ont osé dire des choses que tout le monde pensait, que tout le monde savait, mais que personne n'osait dire. Moi, j'avais expliqué aux parlementaires, j'avais dit, moi je veux bien venir, mais je ne viendrai pas pour beurrer les tartines. Donc, alors, cet électrochoc, il a eu lieu. Et ce qui fait qu'il y a tout un tas de gens qui se sont dévoilés, qui ont dit des choses, qui ont permis de comprendre ce qui s'était passé. On a eu des scènes absolument hallucinantes, notamment du côté des politiques. Mais d'une certaine manière... Nicolas Hulot Nicolas, enfin la palme, ça a quand même été Nicolas Hulot. Il y a eu Lionel Jospin, même pas mal. Et puis il y a eu Dominique Voynet qui alors a pulvérisé tous les records de bêtises. Enfin, c'était en assez... disant quoi, je me souviens plus. C'était le nobrium qui était un élément qui permettait de faire la fusion. Enfin, je veux dire, le nobrium, c'est un anxiolytique, enfin, un anti-anxiolytique. C'était hallucinant. Mais enfin bon, toujours est-il que, d'une certaine manière, au-delà de la boutade, il y a eu une prise de conscience, il y a des choses qui ont été dites, il y a eu des analyses qui ont été faites. La première des recommandations était d'arrêter de faire des PPE qui n'ont ni queue ni tête sur 3 ans et d'essayer de penser la politique énergétique du pays sur 10, 15, 20, 30 ans. C'était la première recommandation dont on peut constater qu'elle n'a pas été suivie. Alors après, si on prend toutes les recommandations, il y en a une 30aine. Il se trouve qu'il y a eu une autre commission qui a eu lieu après, une commission sénatoriale sur les prix. Ils m'ont demandé de venir. Une des choses qu'ils m'avaient demandé, c'était de prendre la liste des recommandations et de savoir où on en était. Alors, j'ai plus ça en mémoire, parce que j'ai quand même pas que ça à faire. Mais grosso modo, sur les 30 recommandations, il y en avait à peu près un tiers qui avait été mis en œuvre.
un tiers où on avait complètement oublié, et puis un tiers où c'était moitié fait, moitié à faire. Donc, pour ce qui est du suivi des recommandations de l'Assemblée nationale, je ne trouve pas que ça a été au niveau de la qualité du travail qui avait été fait. Alors maintenant, il y a d'autres choses qui se sont passées. Il y a eu la nomination de Bernard Fontana à EDF, qui est une bénédiction pour la filière. Vous avez un nouveau commissaire à l'énergie atomique, après un mandat qui était passé à ne rien faire, où il n'a rien fait avec une constance professionnelle qui forçait l'admiration. Le nouveau commissaire fait son boulot. Vincent Berger fait son boulot, il le fait bien. Il rend un certain nombre de rapports. Alors, il est beaucoup moins discret que moi, mais je pense qu'il a raison. Moi, j'avais pour principe d'avoir une réserve absolue, mais une franchise absolue. Mais ça marche que quand vous avez en face de vous des politiques qui ont envie de savoir. Deux exemples. Vincent Berger a écrit un rapport absolument remarquable sur les petits réacteurs qu'on s'est empressé d'enterrer dès qu'il a été écrit. D'accord. J'ai appris qu'on l'avait enterré parce qu'il fallait pas biaiser le marché. Donc vous êtes dans une situation où vous avez tout un tas de trucs qui violent... Ça veut dire quoi qu'on l'enterre parce qu'il faut pas biaiser le marché ? Ça veut dire qu'il a été tamponné et de confidentiel défense, qui n'avait aucun sens. D'accord. Mais pas biaiser le marché, parce que, évidemment, quand il disait que ce truc-là, ça nécessitait que telle start-up nécessitait une centaine de fois l'usine de La Hague pour fonctionner, évidemment, n'importe quelle personne qui a un peu de bon sens, il va pas investir là-dedans. Bien sûr. Donc vous êtes quand même en train de dire qu'on est en train d'utiliser les deniers publics et qu'il ne faut pas biaiser le marché pour les deniers publics, c'est-à-dire que c'est pas un problème de donner des deniers publics à un machin qui viole soit la physique, soit l'économie. D'accord. Ce qui personnellement me perturbe un peu. Ça veut dire on donne de l'argent public pour des choses qui sont sans avenir. Bien sûr, mais c'est ce qu'établissait le rapport. Oui, tout à fait. Alors il y avait des choses qui faisaient sens, il y en a d'autres qui en faisaient pas, il y en a d'autres où c'était il y a à prendre et à laisser. Et donc ce rapport était très bien fait. Mais en gros là, l'État a masqué son incurie. Mais oui, mais ça veut dire que l'État est incapable de faire des analyses de due diligence. D'accord, oui. Me pose un peu problème. Bien sûr. J'ai fait une enquête sur la fermeture de Fessenheim il y a un an. Mon enquête date d'il y a un an, mais j'ai fait une enquête sur les mécanismes et l'histoire qui avait présidé à cette décision qui a couru sur plusieurs présidents et gouvernements. J'ai retrouvé des choses, une certaine désinvolture par rapport à des sujets stratégiques. Il y avait aussi des gens dans le dossier, notamment un ancien secrétaire d'État, qui me disait que l'influence de l'Allemagne sur cette question de la fermeture de Fessenheim, mais plus généralement sur la question du nucléaire, avait été importante. Selon vous, cette influence-là est-elle réelle ou est-ce que c'est du complotisme, on va dire ? Et plus généralement, quel rôle a joué l'Europe, je dirais, dans l'influence sur notre prise de décision politique en la matière depuis 15-20 ans, quoi ? Alors, mon avis de ce côté-là, je veux dire, il a deux aspects. L'influence est réelle, et ça continue. D'accord. Ça continue via Madame von der Leyen, qui décide de lancer des projets absolument pharaoniques sur les réseaux électriques. Bon, bref. Le fait qu'on a systématiquement une déviation de ce que sont les mandats européens vers, quand même, on n'a pas une obligation de technique, on a une obligation de résultat. Je veux dire, je vois pas pourquoi on nous dirait vous devez mettre tant de % d'énergie renouvelable. Je veux dire, on doit avoir tant de % de CO2 par kilowattheure produit. Donc, ça, c'est la première chose. Mais je pense que de dire tout ça, c'est de la faute de l'Allemagne, c'est une bonne manière de se dédouaner. Vous savez, Yankelevitch disait le diable a du bon parce qu'il peut embarquer toute notre malice. C'est exactement ça. Les Allemands ont un ministère de l'Industrie, déjà. Et ils ont une industrie encore. Donc, ils défendent leur industrie. Je veux dire, on va pas leur reprocher de défendre leur industrie. Pour défendre leur industrie, le nucléaire en France était un avantage concurrentiel pour l'industrie française. Donc, l'Allemagne tenait à ce que le nucléaire en France ne se développe pas, voire décroisse. Donc, d'une certaine manière, ils ont une politique, ils ont une stratégie. C'est pas une stratégie européenne, c'est une stratégie allemande. Mais le drame dans ça a été la lâcheté et la démission des dirigeants français. Proglio l'a très bien dit dans la commission d'enquête parlementaire. Bon, fondamentalement, vous aviez des dirigeants, des représentants à Bruxelles, des représentants dans le ministère de l'Environnement qui n'avaient absolument rien à faire de la situation en France. Ce qu'il fallait, c'est le cap. On est en retard sur l'Allemagne. Ça, je l'ai entendu 150 000 fois. Oui, on est en retard. On est en retard, on a une émission de CO2 qui est beaucoup plus basse que celle de l'Allemagne, mais pas de problème, on est en retard. Alors donc, moi je dis, certes, l'Allemagne, en défendant ses intérêts, a fortement influencé la politique en France parce qu'elle l'a influencé via l'Europe, parce qu'en Allemagne, c'était à peu près le seul État qui avait encore un tant soit peu de colonne vertébrale d'un point de vue financier et d'un point de vue industriel.
Rien de surprenant à ça. Mais d'un autre côté, la classe politique française est responsable et coupable d'une démission en masse. D'accord. Mais alors, quand on vous écoute, on comprend que quand même, l'Europe, c'est pas encore advenu, parce que on a des intérêts encore de nations, en fait, qui peuvent jouer les uns contre les autres. En termes de stratégie énergétique, quelle est la bonne échelle ? Et est-ce que ça dépend des sujets, d'ailleurs, entre la nation et l'Europe ? Ouais. Ça, c'est mon côté légitimiste, si j'ose dire. Moi, je pense que la légitimité se trouve au niveau de l'endroit où les représentants sont élus. Oui. Madame von der Leyen n'a jamais été élue par personne. Vous avez des gens qui sont nommés dans la commission par les chefs d'État. Donc c'est un truc à 150, d'un coup de billard à 25 bandes. Donc pour moi, la légitimité ne se trouve pas là. Mm-hmm. On peut avoir des grandes tendances, on peut se dire il faut que les États européens se mettent en état de faire telle et telle chose, mais il ne faut pas dépasser ce que les traités ordonnent. Et je pense que le problème de l'Europe, c'est quand d'abord on a commencé, moi j'en parle avec beaucoup de tristesse parce que j'étais, et je suis encore un Européen convaincu, mais on est dans une situation qui a ni queue ni tête. C'est-à-dire, on est parti d'une Europe qui était construite avec un certain nombre de principes et pas trop de monde. On l'a étendue sous l'influence de nos chers collègues britanniques pour en faire un grand marché et rien d'autre. Et donc c'est un grand marché et rien d'autre dans lequel chaque État joue sa carte. Et il joue sa carte en fonction de sa puissance. Et l'Europe devient non pas une manière de coordonner les choses, mais une manière de servir de levier, de levier aux États les plus puissants. Ou de point de blocage par une collusion de petits États qui échangent ça contre quelque chose d'autre. Moi, ce truc-là, je vois pas comment ça va pouvoir marcher beaucoup plus longtemps. Et on a réussi quand même le chef-d'œuvre dans les 30 dernières années de passer de quelque chose qui est probablement la seule chose intelligente qu'on ait fait dans la deuxième moitié du XXe siècle au point de vue politique international. On a réussi à en faire la bête noire d'une fraction impressionnante de la population. Oui. Là, vous dites, il y a quand même un problème. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression que nos politiques aient pris conscience de ce fait-là, sauf pour le caricaturer et pour dire il faut surtout pas d'Europe. Donc je pense qu'il y a une réflexion de fond à avoir. Mais je reviens quand même à Fessenheim, parce que là, vous avez un cas typique. Oui. La personne qui était au ministère de l'Environnement quand on a arrêté Fessenheim, c'était une ingénieure. C'était Elisabeth Borne, qui se trouve avoir été aussi dans ma promotion. Elle a arrêté Fessenheim. 6 mois après, au mois de novembre, alors avec une magnifique tribune dans Le Monde, il y avait du beau monde. Hein. Il y avait Emmanuel Vargon, il y avait Clément Beaune, il y avait Elisabeth Borne. Et 6 mois après, elle expliquait que on allait relancer le nucléaire. Je veux dire, la même. Alors, bon. Parce qu'il y avait eu le Covid entre-temps. Et que le Covid a montré aussi, et ça a été un deuxième électrochoc, ou même le premier, il a montré à quel point finalement les questions de souveraineté, et notamment de souveraineté énergétique, étaient en réalité urgentissimes. Oui, puis au-delà de la souveraineté, il y a aussi l'efficacité de notre tissu industriel. C'est juste pas un détail. Bien sûr. Mais ceci dit, que quelqu'un change d'avis, je ne vais pas reprocher à quelqu'un de changer d'avis, mais qu'après avoir affirmé haut et clair quelque chose, on dise l'inverse 6 mois après, sans même avoir la décence de dire « je me suis trompé », ça, il semble que ça soit un verbe qui a disparu du monde politique, ça. Oui. N'avouez jamais, ça semble être le slogan petit peu des politiques aujourd'hui. Et l'exemple vient de haut. Le choix vers lequel s'oriente aujourd'hui la France est celui donc du mix entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Selon vous, est-ce que ce mix-là est stratégiquement bien pensé, en bon équilibre, on va dire ? Mais il n'est pas pensé. D'accord. Je pense que le problème, le mix énergétique tel qu'il nous est présenté, c'est un slogan. Je veux dire, il n'y a pas eu d'analyse d'impact, il n'y a pas eu d'analyse de coût. Il n'y a pas une analyse d'impact sur la réduction du CO2. Enfin, je veux dire, quand on veut faire une stratégie, moi j'ai un point de vue sur la stratégie qui est qu'il y a 2 choses qui sont nécessaires pour faire une stratégie qui tienne debout. Il y a une vision d'ensemble qui vous donne la pertinence de la stratégie, et il y a une vision du détail qui vous dit est-ce qu'elle est faisable ou pas. Là, vous avez ni vision d'ensemble, ni analyse du détail. Donc vous avez un machin, on écrit des contes de fées. Oui. Et vous vous retrouvez avec des investissements pharaoniques sur les énergies renouvelables sans se poser la question réellement de savoir quels sont les besoins en électricité,
quels sont les outils industriels qui peuvent être électrifiés ou pas, quels sont ceux qui peuvent être électrifiés, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'avoir une baisse, une non-stabilité de l'électricité qu'on leur fournit. Toutes ces choses-là sont absolument indispensables. Alors, ça veut dire que ça va aussi avec une analyse non pas simplement de la production d'électricité, mais aussi une analyse du stockage, une analyse de la stabilité, non pas simplement en termes de puissance, mais aussi en termes de fréquence. Enfin, toutes ces choses-là, n'importe quel ingénieur le connaît, n'importe quel ingénieur électrotechnique le connaît. On me fera pas croire que si on voulait faire autre chose que d'afficher je veux tant de pourcents machin, tant de pourcents truc, je veux dire, il faut voir comment ça avait été défini, le 50%, 50% nucléaire. Enfin, bon. Oui, d'ailleurs, pendant cette audition, cette fameuse commission d'enquête parlementaire, c'est Manuel Valls, je crois, qui admet que cet horizon-là a été fixé sans étude d'impact ni analyse Bien sûr, de besoin. On a même eu mieux. On a eu Ségolène Royal, qui est jamais en retard d'une bêtise, qui expliquait mais pourquoi voudriez-vous qu'on ait fait une analyse d'impact? Alors, d'accord, à part que je vous paye pour ça, quoi. Donc là, il y a un vrai problème. Et la PPE, vous avez une analyse, vous avez la nouvelle PPE. Rappelez ce que c'est qu'une PPE. La programmation pluriannuelle de l'énergie. Oui. Vous avez un rapport de l'Académie des sciences, un rapport de l'Académie des technologies, un rapport du Haut-Commissaire à l'énergie atomique qui disent tous que ce truc-là est mal pensé. C'est mal branlé, c'est pas été analysé. Ils disent pas qu'il faut pas le faire, ils disent analyser les choses proprement avant d'aller à marche forcée dans quelque chose qui ressemble étrangement à un double investissement mort. Ce qui est quand même un peu fort, quoi. Eh bien, ce truc-là, vous avez la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, Madame Mourlon, pour ne pas la citer, qui écrit un texte absolument hallucinant, où grosso modo, vous avez ces trois institutions, l'Académie des sciences, l'Académie des technos et le Haut-Commissaire à l'énergie atomique, qui, grosso modo, elle explique qu'on n'a rien compris et qu'on est tous une bande de vieux croutons. Bon, je veux bien, mais enfin, là, il y a quand même un petit souci. Donc pour vous, là, la PPE en cours, elle est ni faite ni à faire. Mais la PPE en cours est ni faite ni à faire, et elle est en train de devenir une monnaie d'échange entre un gouvernement qui a deux doigts de se casser la gueule et 3-4 clampins du parti vert qui vont plus ou moins se mettre d'accord pour faire passer des trucs et du coup ne pas s'engager et ne pas faire tomber le gouvernement. Enfin, je veux dire, pour quelque chose d'aussi important que la politique énergétique d'un pays, ça mérite mieux que ces arrangements d'arrière-cuisine. On dirait un peu une métaphore de beaucoup de sujets en vérité. C'est possible, mais j'ai l'habitude de parler que de ceux que je connais. Vous connaissez. Au-delà de la PPE et de ce qui concerne les 2-3 ans à venir, dans les préconisations de plusieurs rapports sur notre souveraineté énergétique, il y a le développement de ce qu'on appelle la filière à neutrons rapides ou le projet Astrid. Est-ce que vous pouvez nous dire de façon la plus claire possible pour les béotiens qui nous écoutent et qui vous interrogent, c'est-à-dire moi, en quoi consiste cette filière à neutrons rapides? Pourquoi est-ce que c'est une préconisation? Il me semble que vous en faisiez aussi une préconisation. Pour moi, c'est une préconisation qui est très forte, parce que c'est ce qu'on appelle une stratégie énergétique. D'accord. Si vous regardez les réacteurs classiques, 90% des réacteurs sur la planète, c'est des réacteurs dits à eau pressurisée, où les neutrons sont lents, parce que c'est plus efficace pour utiliser l'uranium, et qu'on utilise l'uranium, on enrichit l'uranium pour pouvoir l'utiliser dans ces centrales-là. À part que, on n'utilise qu'une fraction infime de l'uranium, uniquement l'uranium 235. Alors, maintenant, tout le reste, en gros, c'est du déchet. C'est du déchet à basse activité, mais c'est du déchet. Les neutrons rapides ont la capacité de pouvoir fissionner l'uranium 238 et le transformer en plutonium. Donc ça veut dire que on utilise les déchets. On utilise les déchets pour faire une ressource. C'est du recyclage. Tout à fait. Okay. C'est du recyclage. C'est vraiment du recyclage de déchets en ressources et qui vous permet de vous rendre indépendant de la mine. C'est-à-dire vous n'êtes plus obligé d'aller chercher de l'uranium. Vous avez 300 000 tonnes d'uranium appauvri qui, couplé avec du plutonium, vous permet de vous assurer à peu près 1 millier d'années d'indépendance énergétique. Ce qui est absolument stratégique, parce que bien entendu, la ressource des matériaux, c'est au cœur de la stratégie. Oui, et puis vous regardez, je veux dire quand même, quand on voit les agissements de notre inénarrable monsieur Trump de l'autre côté pour aller chercher du pétrole, on va se dire, c'est peut-être une bonne idée de se rendre à peu près indépendant des ressources. Je veux dire, si vous regardez la production d'uranium sur la planète, vous avez 4 grands producteurs d'uranium, vous avez le Niger, on s'est fait virer. Vous avez le Kazakhstan, c'est plutôt dans la sphère d'influence de M. Poutine, donc on est moyennement bienvenu à cet endroit-là. Et vous avez le Canada et l'Australie. Le Canada, c'est juste à côté des États-Unis, et l'Australie, c'est pas très loin de la Chine.
dites-vous, si on est dans une situation de tension, et c'est quelque chose qui va se produire, disons vers à peu près 2050, peut-être même avant. Je parle simplement de la tension en termes de quantité. Si vous êtes dans une situation de tension, c'est pas très difficile de se demander à qui les Canadiens vont vendre leur uranium et à qui les Australiens vont vendre leur uranium. Donc ça veut dire que l'Europe, n'ayant pas de ressources en uranium, elle a tout intérêt à se mettre en état d'avoir une ressource qui vient de ses déchets. D'où l'idée des réacteurs à neutrons rapides. Mais et sur laquelle la France est en avance. C'est nous qui avons développé cette idée. La France était en avance. Alors l'idée ne vient pas de nous, parce que l'idée, elle vient de Enrico Fermi, qui était un physicien absolument génial. Oui, qui malgré son nom italien était aux États-Unis. Et Enrico Fermi, dans la fin de l'article, a dit ceux qui auront la maîtrise de la filière à neutrons rapides auront la maîtrise de la filière nucléaire. Écrit en 1946. Il y en a un qui a parfaitement compris ça, c'est monsieur Bill Gates. Oui, qui travaille là-dessus. Voilà. Nous, dans les années 70, en même temps qu'on lançait le grand programme électronucléaire français, on lançait la filière à neutrons rapides. Le monsieur qui a fait ça est complètement oublié maintenant. C'est monsieur Georges Vandriès, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et on a, grosso modo, quand on a arrêté Superphénix, on a arrêté, disons, quelque chose comme 20 ans de recherche qui consistait à avoir construit Phénix, Superphénix, Mazurka avant, d'avoir commencé à fabriquer du combustible. On avait véritablement une avance technologique. Elle a été arrêtée pour des raisons politiques, par un petit arrangement entre amis, entre Lionel Jospin et Dominique Voynet. Donc voilà, ça c'était la première étape. On a relancé ça avec le projet Astrid. Le projet Astrid, c'était un projet qui était franco-japonais. Les Japonais ont appris dans le journal qu'Astrid venait d'être arrêté. C'est vous dire qu'ils vont pas nous porter dans leur cœur. Et d'ailleurs, quand les Japonais décident de relancer une filière à neutrons rapides, c'est pas l'État français qu'ils vont voir, c'est Framatome. Ce qui n'est pas tout à fait un hasard. Parce qu'ils vont voir l'endroit où se trouve la compétence technique. Le savoir-faire. Le savoir-faire. Donc, ce savoir-faire n'est pas perdu, mais grosso modo, ça c'est encore un truc qu'il faut faire comprendre dans les ministères, c'est que de lancer une filière, ça se fait pas comme ça. Ça veut dire que vous lancez une filière, ça veut dire que vous lancez une filière de fabrication des réacteurs, mais vous lancez aussi une filière de fabrication du combustible. Ça veut dire que si vous voulez être en état de déployer une filière à neutrons rapides dans les années 2035-2040, c'est tout de suite qu'il faut le faire. Mais alors, l'idée qu'il faut prendre une décision tout de suite pour quelque chose qui se rentrera en fonction en 2040, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu perdu dans les méandres de ce qui se passe chez les énarques. Donc, concrètement, aujourd'hui, Astrid, le projet Astrid est arrêté. Alors, le projet Astrid est arrêté. Il a été arrêté par M. François Jacques, sur commande de l'Élysée. L'ancien directeur du CEA. Administrateur général du CEA, sur demande de l'Élysée. Donc, Astrid a été arrêté. Et là, au dernier comité de politique nucléaire, il a été acté qu'on doit lancer une filière à neutrons rapides. Et chose fortement intéressante, c'est qu'ils ont demandé, c'est là on sent qu'il y a quand même des choses qui évoluent, ils ont demandé à la filière industrielle française, c'est-à-dire EDF et Framatome et le CEA, ils ont demandé de faire une proposition de relancer un programme, mais on n'a pas besoin de faire un énième prototype, on a besoin de construire. On a besoin d'un outil industriel. Parce qu'on perd du temps, en fait. Oui. Mais c'est toujours pareil. Quand les gens n'ont jamais fait de technique dans leur vie, ils voient pas la différence entre ce qu'il faut pour que quelque chose marche et ce qu'il faut pour que quelque chose marche de manière optimale. Quand vous avez besoin de développer une technologie et que c'est un besoin rapide, ça veut dire qu'il faut prendre une technologie qui est sur étagère. Vous n'allez pas prendre un truc en disant ça serait vachement bien d'avoir la fusion et donc c'est ça qui va résoudre le problème. Peut-être, mais c'est aussi vachement bien de résoudre le problème de la surpopulation sur la planète avec les voyages intergalactiques. Ça va sûrement finir par arriver. Donc ça veut dire que vous devez prendre une technologie qui est disponible. Cette technologie n'est pas forcément complètement optimale, mais dès l'instant où elle fonctionne, où elle est sûre, eh bien ça veut dire que l'optimalité, le fait d'avoir des meilleurs matériaux, j'en parle en connaissance de cause, ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez continuer à faire au fur et à mesure que la filière se développe. Il faut lancer tout de suite une filière à neutrons rapides. Là, en ce moment, il y a quand même il me semble, des start-up, etc., qui ont conservé le savoir-faire un peu de Astrid et de neutrons rapides. Une partie, et il y en a qui sont très bien. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est une bonne manière pour l'État de se dédouaner de son devoir. Bien sûr. Et que d'autre part, vous mettez une start-up sur une filière à neutrons rapides, naturellement, vous allez lui dire, je voudrais avoir la propriété intellectuelle de ce qui a déjà été fait.
Et il est légitime qu'il le demande. Maintenant, du point de vue de l'industriel et du point de vue de l'État, ça ne serait pas illégitime de se dire si je donne la propriété ou si je vends la propriété intellectuelle, j'aimerais bien savoir qui va acheter la start-up. Ah, bien sûr. D'ailleurs, moi, je serais Bill Gates, je dois dire que je me frotterais les mains. Ne lui donnez pas de mauvaises idées ou de bonnes idées. Donc ça veut Justement, j'aimerais qu'on s'attarde là-dessus, sur la question de la vente des fleurons industriels, comme on dit, ou qui peut être d'ailleurs des start-up ou des entreprises de taille moyenne. C'est pas la question, parce qu'on le présente souvent, cette vente de fleurons, comme quelque chose de symbolique. On vend les bijoux de la couronne, mais c'est pas des bijoux. C'est du savoir-faire ultra stratégique. On vend des arbres fruitiers. Voilà. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez peut-être à travers un cas concret que vous choisissez, quelles sont les conséquences de ces ventes de fleurons-là. Vous avez un cas atypique, alors ça c'est quasiment, je pense que les historiens ils vont rigoler un coup quand ils prennent ça, c'est le cas de la vente des turbines Arabelle. Oui, qui appartenaient, qui ont été vendues à General Electric. C'est ça, parce qu'on voulait préserver le Alstom ferroviaire. Donc on vend le Alstom turbine. Alors, dans un pays où il y a 90% de l'électricité qui est soit nucléaire, soit hydraulique, on se dit que le profond génie qui a fait ce truc-là, à mon avis, il a fumé la moquette à ce moment-là. Bon, toujours est-il qu'on le vend 3 ans après. C'était sous Hollande. C'était sous Hollande et c'était avec Emmanuel Macron. Conseiller en économie, oui. Donc bravo. 3 ans après, on réachète d'Arabelle pour 3 fois le prix quand même. Entre-temps, les brevets qu'il y avait dans Arabelle, aux États-Unis, ils sont pas restés dans un tiroir. C'est ça. Donc voilà typiquement le genre de truc qui peut se produire. Donc là, ils ont acquis un savoir-faire qu'ils n'avaient pas avant. Tout à fait, et pour pas cher. Et pour pas cher en plus, d'accord. Et ça, c'est quelque chose ça a été un peu hémorragique ou maintenant on est revenu sur cette tendance là-dessus. Mais le problème, si vous voulez, le problème en question, moi je suis pas complotiste de nature. Je pense pas que ça a été une volonté de nuire. Non. Je pense que c'est une incapacité à comprendre ce qu'est une industrie. C'est ça le plus grave. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est qu'une industrie, on ne sait pas ce que c'est qu'une compétence, on ne sait pas ce que c'est qu'une compétence, qu'une propriété intellectuelle. Quand vous savez rien de tout ça, eh bien, grosso modo, vous dites, c'est pas grave, je vends et j'achète comme je vends et j'achète des actions. Donc, je veux dire, quand vous avez des gens qui sont câblés pour vendre et acheter des actions, ça leur vient pas à l'idée que construire une compétence, ça met 20 ans, la détruire, ça met 1 an. Donc je pense qu'on est dans un cas de figure. Il y a plein de gens qui me disent c'est un complot, c'est une trahison. Non, je pense que c'est de la bêtise à l'état pur, cristallisé. Très bien. Une question sur les cerveaux. Les cerveaux. D'abord, ceux qu'on a, c'est-à-dire ceux qu'on forme. Vous retournez de temps en temps, je crois, à Polytechnique. Vous voyez les jeunes étudiants qui en sortent. Vous avez été donc haut commissaire à l'énergie atomique. Vous avez été conseiller scientifique à Saint-Gobain, donc vous avez pu voir. Est-ce que la France est toujours ou pas un pays d'ingénieurs et est-ce qu'on a du mal ou pas à retenir nos cerveaux? Ce sont 2 questions différentes. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'on est en train... Ça va aussi avec la prise de conscience. Et d'une certaine manière, la prise de conscience des problèmes qui sont liés à la transition énergétique, au réchauffement climatique et autres, fait qu'il y a quand même un certain nombre de jeunes ingénieurs qui se disent « qu'est-ce que je peux faire en vrai ?» Alors maintenant, le rôle des enseignants, c'est de leur dire « c'est quoi en vrai ?» Vous précipitez pas dans un machin qui est peint en vert et qui fait joli. Posez-vous la question de quelles sont les compétences que vous maîtrisez ou que vous pouvez acquérir et comment elles peuvent servir à faire des turbines, à faire des voitures électriques ou à faire des voitures thermiques qui consomment moins. Je veux dire, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Vous pouvez vous dire comment est-ce que je peux faire, essayer de mettre en place une économie du recyclage. Dans quel sens elle est raisonnable, quelles vont être les conséquences d'avoir des matériaux recyclés, etc. Et là, je parle que des matériaux. Donc, je pense qu'on est dans une situation où la nouvelle génération est consciente du problème et a envie de faire quelque chose, mais elle est encore d'une certaine manière un peu enfumée par une vingtaine d'années de décérébration collective, où en gros on se disait il faut faire ça parce que c'est bien, au lieu de se dire c'est bien pourquoi, c'est bien comment on peut le faire, qu'est-ce que ça coûte, Donc là, de ce côté-là... C'est-à-dire que l'affichage moral avait remplacé la stratégie industrielle. Mais c'est pas parce que quelque chose est bien qu'il est faisable, a l'air bien que c'est faisable. Et donc moi, ce que je vois
vois, chaque fois que je fais des conférences à des étudiants, et je suis pas particulièrement tendre, je vois des étudiants qui viennent me voir à la fin en me disant maintenant, qu'est-ce qu'on nous fait ? on a envie de faire. Là j'ai reçu hier un mail d'un jeune polytechnicien qui avait assisté à une conférence que j'avais fait à l'X, qui, en sortant de la conférence, c'est ce qu'il me raconte, il est gentil, mais il me dit, j'ai décidé de faire une thèse pour pouvoir avoir une compétence scientifique et technique solide, et maintenant, j'ai envie de travailler dans les domaines industriels qui sont liés à l'énergie, et je voudrais vous rencontrer pour pouvoir en discuter avec vous. Bon, moi, je suis retiré des voitures, je suis plus directeur scientifique de Saint-Gobain, je suis à la retraite, je suis plus haut commissaire, je suis membre de l'Académie des sciences, mais c'est un endroit qui est très, très respectable, on peut pas dire qu'on a une influence considérable, donc je veux dire, c'est simplement qu'il a envie de parler avec quelqu'un dont il sent que le quelqu'un en question va lui répondre, et va lui répondre dans le sens de l'intérêt du pays et dans le sens de son intérêt propre. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont comme ça. On continue à former des bons ingénieurs. Le problème, c'est qu'on a quand même réussi à détruire de façon méthodique l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. C'est-à-dire quand vous regardez les résultats du classement de PISA, pas pizza avec 2 Z, oui, PISA, ouais. quand vous regardez les résultats du classement, c'est juste vertigineux. On doit être juste au-dessus du Chili, enfin quelque chose comme ça. Ça vous inquiète ? Ah ben ça me terrifie. Ça me terrifie. Et alors, quand la semaine même où sort le classement en question, d'entendre la ministre de l'Éducation nationale, vous allez me dire que j'ai une dent contre elle, enfin quand même nous expliquer que... C'est toujours Elisabeth Borne à cette époque. Oui. De dire que le plus urgent, enfin elle disait pas le plus urgent, mais le truc urgent c'était changer la devise au fronton du Panthéon, parce qu'il y avait marqué aux grands hommes la patrie reconnaissance, mais on se dit, mais juste, il y a une décérébration collective, là, c'est juste pas possible. C'est pas ça l'urgence. Oui. Et moi j'ai présidé pendant 12 ans le conseil scientifique de la Fondation La Main à la Pâte. Ça fait 12 ans qu'on fait... C'est de la vulgarisation, de la démocratisation de scientifiques. C'est d'apprendre aux enfants à l'école, via leurs enseignants, leur apprendre le raisonnement scientifique. Et le raisonnement scientifique par l'observation. Je sais que Stéphane Mallat est en train de mettre en place une même type de réflexion en ce qui concerne les mathématiques et l'intelligence artificielle, ce qui est très bien. Donc, ce truc-là, je veux dire, moi, ce qui m'a terrifié, c'est que les enseignants, au niveau du primaire, la plupart des enseignants sont des gens qui ont peur des sciences, parce qu'ils ont été en échec pendant leurs études. Et alors maintenant, ceux qui commencent à vouloir apprendre ce genre de choses, ben, ça se passe très bien. Alors maintenant, après, vous avez le mammouth, comme l'appelait Claude Allègre, le ministère de l'Éducation nationale, c'est quand même c'est un poème, ça. Hein. Je veux dire, si vous voulez faire bouger un paquebot, c'est plus facile. Hein. Et donc, je veux dire, de penser que former des ingénieurs, il n'y a pas que ça. 2, ça commence très tôt. Et puis 3, ce qui fait qu'une industrie fonctionne bien, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit une industrie autre, je veux dire, c'est pas que les ingénieurs. Je veux dire, le problème, c'est de former des techniciens. Je suis natif de Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, il y avait un lycée technique qui avait été créé par Michelin, qui s'appelait La Mission. Il formait 10 fois plus de techniciens que nécessaire. Mais ça veut dire qu'il y avait 9 techniciens sur 10. Alors évidemment, ils se servaient, ils prenaient les meilleurs, ça va sans dire. Mais les 9 autres, ils trouvaient du boulot et ils permettaient d'avoir un corpus de gens qui pouvaient faire avancer l'industrie. Maintenant, prenez le cas du nucléaire. Je veux dire, ça fait 20 ans que le principal actionnaire du nucléaire fait un pas en avant, 3 pas en arrière. C'est pas ce qu'il veut. Enfin, l'État comme actionnaire, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Évidemment, les bons soudeurs, ils vont plutôt dans l'aéronautique. Et donc, vous vous retrouviez avec une situation où vous n'avez plus faire des soudures. Alors maintenant, ce qui est en train de se faire, à EDF, ils ont lancé une université du nucléaire qui permet de former des ingénieurs, mais aussi de former des techniciens, et beaucoup de techniciens. Mais ça va prendre 4-5 ans. C'est une échelle de temps qui est largement plus longue que l'échelle de temps pour couper un ruban d'inauguration. Ça, c'est sûr. Et on parle beaucoup de réindustrialisation en ce moment de la France. Alors, on voit qu'en réalité, pour l'instant, c'est pas encore convaincant. Quelle est la place de l'énergie et de la souveraineté énergétique dans cette équation et dans cette volonté de réindustrialiser ? C'est central. Si vous voulez réindustrialiser et qu'il y ait un minimum de souveraineté dans votre industrie, vous avez besoin de matière, vous avez besoin d'énergie et vous avez besoin de cerveau.
C'est essentiellement ça. Alors l'énergie, vous avez besoin d'une énergie qui est disponible et pas trop chère. Donc ça veut dire qu'il faut réapprendre à produire de l'électricité pas chère. Bon, c'est le boulot que Bernard Fontana est en train de faire à EDF. Il faut avoir de la matière. Comme on n'a pas beaucoup de ressources, eh bien il faut avoir soit un certain nombre de fournisseurs qui nous permettent de ne pas dépendre d'un seul, soit réutiliser la matière qu'on a déjà utilisée. Et ça veut dire qu'il faut vraiment penser non pas comme un slogan, mais comme une réalité à développer. L'économie circulaire. Il faut vraiment le faire. Et vraiment le faire, ça veut dire qu'il y a des impératifs techniques à remplir. Quand vous recyclez un matériau, il est généralement moins propre que le matériau que vous avez utilisé. Donc ça veut dire que, par exemple, un exemple, c'est le cas de la fonte. À Pont-à-Mousson, ils sont en train de passer d'un four, ils sont en train de remplacer un haut fourneau par un four électrique. Le four électrique va utiliser des aciers recyclés. La composition des aciers recyclés n'a absolument rien à voir avec la fonte. Oui. Donc ça veut dire qu'il va falloir repenser toute la métallurgie des fontes. Toute la métallurgie des tuyaux. Et donc, vous voyez que ça correspond exactement à ce que je disais tout à l'heure. Vous avez une vue d'ensemble, je veux décarboner la production des fontes, et vous avez une vue de détail, la composition va pas être la même, il va falloir que je repense la métallurgie du machin que je suis en train de fabriquer. Et il y a des myriades de sujets comme ça qui sont pertinents et qui vont nous permettre d'avancer. Et pour ça, on a des ingénieurs, on a des techniciens qui peuvent le faire. Et est-ce que c'est envisageable de faire nous-mêmes du brain drain aujourd'hui ? Comme l'a dit le président Emmanuel Macron. Je veux dire, quand vous dites aux États-Unis, vous avez un président qui est pas gentil et on va récupérer les chercheurs aux États-Unis pour les ramener en France, les chercheurs du climat, par exemple, etc. Moi, je serais chercheur du climat aux États-Unis, c'est pas en France que je viendrais, j'irai en Allemagne, j'irai en Belgique, j'irai en Suède. Parce qu'ils sont mieux payés, qu'ils ont les moyens de bosser. C'est qu'une question d'argent ou c'est aussi une question de statut ? Non, je pense que c'est une question de moyens. Je pense que les chercheurs, alors ils vont me tuer quand je dirais ça, mais c'est pas qu'ils admettent d'être mal payés, mais ils achètent leur liberté de cette façon-là. Maintenant, quand vous êtes dans une situation où les chercheurs sont pas bien payés et les moyens qu'ils ont pour travailler vont décroissant, je veux dire, moi j'ai fait partie d'un certain nombre d'années de commission du CNRS où grosso modo, vous avez des candidats excellents, avec des très bons projets, dans des bons labos. Une fois que vous êtes décarcassé à sélectionner ces candidats, ces projets, ces labos, la première chose qu'ils font dans les 4 premières années qu'ils vont faire au CNRS, ça va être de passer leur temps à chercher des sous pour faire un projet autre que celui sur lequel on les a sélectionnés. Bon, je veux dire, il y a un moment, ça tient pas debout. Je veux dire, dans tous les endroits où vous recrutez des gens dans des universités qui sont pas des universités sous-développées, ils arrivent avec un package. C'est-à-dire, ils ont des financements d'accompagnement qui leur permettent de développer ce pourquoi ils ont été recrutés. Ce que disent beaucoup de chercheurs aujourd'hui en France, et peut-être pas que en France d'ailleurs, c'est qu'ils passent énormément de temps, en gros, à essayer d'avoir des investissements, notamment à l'échelle européenne, enfin que le volet administratif, je dirais, de recherche de financement est désormais un mi-temps ou presque, quoi. Mais c'est un temps fou, et je veux dire, c'est complètement... c'est hallucinant. Si vous voulez vraiment vous amuser, il y a eu un superbe rapport qui avait été écrit par, c'est mon ami Lidéric Boquet qui me l'avait fait passer, c'était un petit groupe de travail qui, au CNRS, avait écrit un rapport sur les lourdeurs administratives. Alors, quand vous connaissez les chercheurs et qu'ils vous expliquent ce qu'il faut faire pour se faire rembourser un billet de train, vous dites que là, il faut au moins le prix Nobel de physique, quoi. Et le rapport en question était absolument superbe. Et je leur ai dit, votre rapport est excellent, et je pense que vous allez vous faire engueuler. Ça n'a pas raté, ils se sont fait engueuler par le président du CNRS, Antoine Petit, comme quoi il nuisait à l'image de la boutique, enfin, part qu'il disait juste les choses vraies. On va mettre le lien du rapport sous la vidéo. Une dernière question qui est un peu la question désormais traditionnelle et récurrente de cette émission. C'est une question qui concerne les billets d'euros, qui sont des billets désincarnés, qui représentent des arches, des ponts qui n'existent même pas. Alors, il paraît que ça va changer et c'est heureux parce que quand même, je pense que l'histoire de l'Europe et la civilisation que ça représente mérite un peu mieux qu'une architecture qui n'existe même pas. Si vous, Yves Bréchet, vous aviez une personnalité ou une figure historique à retenir pour, mettre sur les billets de 20 €, quelle serait-elle ? Alors, comme je suis d'un naturel ingérable, j'en donnerai 2. D'accord, allez-y. Et pas pour les mêmes raisons, mais c'est 2 personnes pour qui j'ai une admiration extrême.
Il y en a un qui nous permet de comprendre comment fonctionnent nos démocraties, les difficultés qu'elles rencontrent, les chances qu'elles ont de pouvoir se développer, c'est Tocqueville. Je mettrais volontiers Tocqueville sur un billet, comme pense-bête aux Européens, pour se rendre compte que la démocratie n'est pas un acquis éternel, que c'est quelque chose qu'on doit défendre et que pour le défendre, il faut le penser. Donc c'est le premier que j'aurais envie de mettre. Et puis le deuxième, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. On a raté l'occasion de le faire entrer au Panthéon. C'est Diderot. En effet. Diderot est quelqu'un d'absolument remarquable. C'est un très grand écrivain. C'était un passionné de science et un passionné de technique. C'était quelqu'un de courageux. Moi, Diderot aurait bien, je le mettrais volontiers sur. Vous me donnez 2 billets, puis je fais Tocqueville sur l'un et Diderot sur l'autre. Très bien, allez sur les 20 et sur les 50 euros. Alors en plus, il y avait Diderot, il y avait un autre aspect qui était amusant. On l'a pas fait rentrer au Panthéon, mais on aurait du mal à le faire rentrer au Panthéon, non pas parce que c'était Diderot, mais parce que son cercueil qui se trouve à l'église Saint-Roch est vide. Ah, c'est vrai. Mais j'avoue que l'idée de faire rentrer un cercueil vide au Panthéon... Mais ça existe, vous savez. Ça m'aurait bien plu. D'ailleurs, Robert Badinter, c'était un cercueil avec seulement des objets symboliques qui sont rentrés au Panthéon. Alors donc Diderot comme... Allez, c'est retenu. Diderot et c'est pas le second choix, c'est 2 choix ex aequo. Très bien, merci beaucoup Yves Bréchet. Merci. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre et à nous laisser des commentaires sur toutes vos plateformes habituelles de podcasts et de vidéos. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau grand entretien.